Hola, bonjour, je suis Charlotte de l'agence Terra Maya au Mexique. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation pour vous présenter ce beau pays qui est le Mexique et tout ce que l'agence Terra Maya, l'agence réceptive, peut vous proposer. Je me présente, moi je suis Charlotte, je suis la gérante adjointe de l'agence et tout de suite, je vous présente le reste de l'équipe. Comme vous pouvez le voir sur la photo ici, on retrouve toute l'équipe. Il manque juste Gaspard, le comptable, qui n'était pas là ce jour-là. Mais vous retrouvez donc Adelin, le gérant, l'équipe commerciale composée de Adrien, Charlie, Carola, moi-même ici, et notre équipe logistique, Mario et Yousbet. Alors, l'agence est située à Mérida, dans le Yucatan. Cette année, on fête nos 20 ans. Donc, l'agence est l'une des plus vieilles agences francophones du territoire. On est membre du réseau Terra Panamérica. L'équipe est franco-mexicaine. Donc, il y aura toujours quelqu'un disponible pour discuter en français avec vous et avec vos voyageurs. Et on crée des itinéraires sur mesure dans toute la République mexicaine, que ce soit en autotour ou en transport privé. Et on est à votre disposition pour toute demande insolite ou pas d'ailleurs. Sur le côté, il y a une petite carte du Mexique à titre d'information. Si on prend cette carte du Mexique et qu'on la superpose à l'Europe, ça fait à peu près la même taille. Alors parfois, je me permets de mentionner que le Yucatan est à 2000 kilomètres des régions desquelles on peut entendre parfois des nouvelles pas très rassurantes. Et donc, 2000 kilomètres, c'est aussi la distance qui sépare la France de l'Ukraine. Donc, je pense que parfois, ce genre de discours peut un peu aider à avoir les idées claires sur les distances dans le pays et rassurer parfois les voyageurs. Alors, je continue avec une petite carte du Mexique pour vous montrer les principales zones qu'on propose. Bon, évidemment, le Yucatan, qui est la région la plus connue. Le Chiapas, une région montagneuse et un peu plus fraîche du pays. Mexico City et les villes coloniales aux alentours, l'état de Oaxaca un peu plus au sud. Petite mention pour le Chepe, le train touristique du nord, et ensuite la Basse-Californie, mais je mettrai un point plus sur la Basse-Californie du sud. Je reviendrai sur chacune de ces régions, mis à part le Chepe, dans la suite de la présentation. Alors, on va commencer. Le Mexique pour qui? Pour tout le monde. Pour les familles, les couples, les retraités, les passionnés d'archéologie, d'histoire, d'architecture, d'animaux, de nature. Vraiment, c'est pour tout le monde. Quand partir? Là, on a des saisons un peu marquées. Alors, on a la saison sèche et la saison des pluies. Saison sèche de novembre à mai et la saison des pluies de juin à octobre. Toujours prendre en compte un mois de décalage. Par exemple, cette année, les pluies ont commencé en mai. Mais voilà, ça varie, mais pas trop non plus. Les deux saisons sont des saisons pendant lesquelles on peut voyager, même s'il y a des mois en particulier qu'on va éviter, comme peut-être mai, juin, pour la chaleur qui peut être très forte et pour le début de la saison des pluies, et aussi fin septembre, début octobre pour la même raison, des pluies qui peuvent être un peu importantes. Voilà. On va commencer par Mexico City, donc la capitale entre histoire, culture et saveur. Vraiment, Mexico City, c'est une des plus grandes capitales du monde, une des capitales avec le plus de musées aussi. Donc, pour les amateurs de culture, d'architecture, c'est vraiment le spot, je dirais. Beaucoup d'activités qu'on peut faire à Mexico City. Donc, je vous ai parlé des musées, on peut parler aussi des marchés, on peut parler du site archéologique de Teotihuacan, qui est à peu près à 1 heure au nord de la ville. Teotihuacan qu'on peut aussi bien visiter à pied que dans les airs, en montgolfière. Évidemment, le quartier de Coyoacán avec le musée de
de Frida Kahlo, Xochimilco avec les barques colorées et le folklore mexicain sur lesquels vous pourrez retrouver des mariachis, vraiment l'ambiance un peu festive à la mexicaine. Donc voilà, c'est une ville très effervescente, ça bouge, il y a plein de choses à faire, il y a du bruit, c'est vraiment une bonne étape. C'est une étape qu'on peut combiner avec toutes les autres régions du pays parce que, comme étant la capitale, énormément de vols directs partent de la capitale pour rejoindre tout le pays. Mexico City, on le propose uniquement en transport privé avec chauffeur, pas forcément que pour des questions de sécurité, mais parce que conduire dans une ville aussi grande, c'est particulier. Donc, on laisse le soin de le faire à nos chauffeurs. Donc, voilà. Autour de Mexico City, il y a plusieurs villes intéressantes, aussi bien pour leur gastronomie que leur artisanat, que pour leur histoire. Alors, on a Puebla à 2 heures, un peu plus au sud-est de Mexico City. Alors, Puebla, c'est une ville qui est connue notamment parce que Cholula est juste à côté, à peine à 30 minutes. Et Cholula, en fait, possède une des plus grandes pyramides au monde. Et en haut de cette pyramide, qui est maintenant recouverte de végétation, etc., une église construite lors de l'époque coloniale. Et en fond de cette église, de cette pyramide, on peut parfois apercevoir un des volcans encore actifs du Mexique, un des plus grands volcans. Donc, c'est des paysages qui sont très appréciés des voyageurs. La ville est aussi connue pour sa gastronomie et aussi sa poterie, la Talavera, que vous pouvez voir sur la photo du milieu. Puebla peut être une étape lors d'un circuit quand on va de Mexico City à l'état de Oaxaca, un peu plus au sud, duquel je parlerai par la suite. Donc je continue avec une autre ville, une ville coloniale qui est, elle, au nord de Mexico City, donc San Miguel de Allende. San Miguel de Allende est une très jolie ville. Elle est référencée au patrimoine culturel de l'humanité. Donc son église, alors de l'Archange Saint-Michel, remarquable. Très jolie. San Miguel de Allende est très prisé des retraités américains et même parfois européens. Donc c'est une ville très tranquille, très sympa, beaucoup d'artisanat et aussi beaucoup de galeries d'art. Vraiment, cette ville est reconnue pour ça. Donc on a énormément de petites galeries d'art et aussi il y a une ancienne fabrique qui a été transformée en une galerie d'art géante. Donc à l'intérieur, on retrouve beaucoup d'artistes différents. C'est très sympa. Très joli. Moi, j'aime beaucoup San Miguel de Allende. Et dans le même état que San Miguel de Allende, l'état qui s'appelle Guanajuato, on retrouve également la ville de Guanajuato. Alors, la ville de Guanajuato est quant à elle une ancienne ville minière. On y produisait on allait y chercher de l'or et de l'argent. Il fut une époque où c'était la plus grande ville minière du monde. Alors San Miguel de Allende est aussi connu parce que c'est une ville avec beaucoup d'histoire mexicaine et aussi c'est une ville très étudiante. Donc on a une très belle université au cœur de la ville. C'est une ville avec plein de petits, comme vous pouvez le voir sur l'image d'ici, des petits, on appelle ça des callejones, toutes petites rues en fait très étroites. Moi quand j'ai visité Guanajuato, ça m'a fait penser un peu à certains villages du sud de la France, donc très mignon. Le callejón, la petite rue la plus connue, c'est le callejón del Beso. En fait, les gens se mettent d'un côté de la rue et de l'autre et se font un bisou et on prend les photos. C'est vraiment très connu pour ça. Et ensuite, je recommande beaucoup de participer aux callejonadas le soir, qui sont animés par des étudiants qui s'habillent de cette façon-là, de type un peu médiéval, je ne sais pas si je peux dire comme ça, mais instruments, chants, ils offrent de l'alcool aussi, donc vraiment c'est une ambiance très festive dans les rues le soir et c'est très sympa. Je pense qu'il faut vivre l'expérience. Donc voilà pour les villes principales aux alentours de Mexico City que je voulais vous présenter. On part maintenant à Oaxaca. Donc c'était l'état duquel je vous parlais précédemment. Oaxaca, idéal
pour tout le monde, encore une fois. Variété d'activités, site archéologique, comme vous pouvez le voir sur la photo avec Monte Alban qui surplombe toute la vallée, des rencontres avec des artisans, des cours de cuisine, des randonnées. Il y a de quoi faire à Oaxaca, c'est très varié. Moi, j'aime beaucoup. Oaxaca, c'est la capitale de la gastronomie, même si dans tout le Mexique, la gastronomie est très importante. Oaxaca sort un peu du lot. Donc, dans la ville de Oaxaca, on vous recommande de visiter la ville parce que c'est très sympa. Il y a comment s'appelle, la cathédrale, le marché qui est très important, le marché 20 de Noviembre, le jardin botanique. Voilà, c'est une ville où il fait bon d'y rester 3 nuits minimum, je dirais, afin de visiter la ville, mais aussi les alentours. En parlant des alentours, voici nos petits coups de cœur. À 1h30 de Oaxaca, il est possible de faire des randonnées. Donc là, on part dans les pueblos mancomunados. Ce sont des randonnées qui peuvent aussi bien durer quelques heures que plusieurs jours. Donc là, on est aux alentours de 3000 mètres d'altitude. Donc, je pense qu'il faut avoir une petite condition physique quand même. Des ponts suspendus, des tyroliennes. Voilà, très sympa pour les amoureux de la nature et de l'aventure. On recommande aussi fortement de visiter une fabrique de mezcal. Alors le mezcal, c'est un peu, on va dire, le cousin de la tequila. On connaît très bien en France la tequila, peut-être un peu moins le mezcal, mais au Mexique, les deux sont très très importants. Donc vous pouvez visiter des fabriques. On recommande surtout des fabriques organiques, un peu plus intimes que des fabriques industrielles, et marcher dans les champs d'agave qui c'est un paysage très, je dirais très typique du Mexique finalement. Et pour terminer, la visite d'un village de tisserands comme Teotitlán del Valle, qui peut être couplée avec la visite des cascades pétrifiées et d'autres sites aux alentours de Oaxaca. Donc, quand on parle de Oaxaca, on parle donc de Oaxaca de l'État, on parle de la capitale qui s'appelle Oaxaca de Juárez, et on peut descendre au sud, sur la côte pacifique, à 2h30 de voiture. Avant, il y a 2 ans, c'était encore un chemin de 7 heures entre la montagne, très très mouvementé. Aujourd'hui, on a une autoroute qui a été construite. 2h30, c'est plutôt pas mal. Et donc là, on retrouve des plages sauvages, des criques aussi. Le sport emblématique de la côte pacifique, c'est le surf. Alors évidemment, on est sur le Pacifique, donc ça remue. Je dirais que pour ça, la côte Pacifique, c'est peut-être pas, en tout cas cette destination-là, c'est peut-être pas l'idéal pour les familles avec des tout petits enfants qui sont pas habitués à ce genre d'océan un peu mouvementé. Donc voilà, en tout cas en termes d'activité, possibilité d'aller faire de l'observation de dauphins, aller vivre l'expérience de la bioluminescence, quoi d'autre, des tours en cheval. Voilà, beaucoup d'activités nature. Et en termes d'hôtellerie, je vais pas mentionner sur les autres étapes, mais en termes d'hôtellerie, on a vraiment de tout, de l'hôtel confort mais simple à des hôtels vraiment très haut de gamme avec des vues splendides. Donc voilà, je vais pas mentionner, mais on a vraiment un éventail de produits hôteliers à proposer sur chaque étape. Oaxaca, de manière générale, peut se faire en autotour. Évidemment, tout ce qui peut se faire en autotour peut se faire en transport privé avec chauffeur, mais c'est important de mentionner l'autotour parce que c'est quand même la façon la plus économique et je dirais la façon aussi la plus libre de voyager au Mexique. Donc voilà, ça c'est tout à fait possible. On passe maintenant à un autre état du Mexique, le Chiapas. Donc le Chiapas, nature et héritage maya. Pour le coup, c'est une destination aussi qui fonctionne pour tout le monde, mais je dirais que c'est quand même une destination plus adaptée aux amoureux de la nature, aux gens qui aiment être au contact de la nature, parce que là-bas, on est plus dans les montagnes, il fait un peu plus frais. Si on part au sud, on peut rentrer dans la jungle, voir des sites archéologiques méconnus où il y a quasiment personne, des singes, des perroquets. Voilà, c'est très très varié. C'est un état très très vert avec beaucoup de forêts. On y retrouve énormément de cascades aussi, des sites archéologiques évidemment. Donc le Chiapas a beaucoup à offrir. On va parler plus principalement de San Cristobal, qui est la capitale
non officiel, culturel du Chiapas, je dirais. La ville est très jolie, vaut le coup d'être visitée, son Zocalo, son marché. Aux alentours, on retrouve des villages comme Sinacantan et San Juan de Chamula qui sont très connus pour leurs traditions. Ce sont des petits villages qui ont leur propre, on va dire, leur propre législation, leurs propres règles. Alors bien souvent, on le propose toujours avec un guide francophone pour accompagner les voyageurs. On a le Canyon del Sumidero, les cascades un peu plus au sud de la ville. Donc encore une fois, c'est une étape en général une nuit, 2 nuits. Je pense que c'est bien pour profiter de cette étape. Et ensuite, on peut partir un peu plus au sud, dans les sites cachés, pour justement aller voir ces sites dont je vous parlais, où vraiment on se croirait dans Indiana Jones, où vous devez prendre un bateau pour rejoindre un site archéologique. Vous entrez sur le site et vous êtes seul au monde. C'est ce que propose bien souvent le sud du Chiapas, c'est vraiment un peu ça. Là, vous sortez des sentiers battus, vous quittez les autres touristes et c'est que vous et la nature exubérante. Des cascades, des tours en bateau. On parle de las Guacamayas. Alors c'est un endroit où il y a la possibilité de voir les guacamayas. C'est un type de perroquet. De rouge, bleu, jaune. Donc c'est pour les amoureux de la nature et des animaux en général, c'est l'endroit. Cette région-là se fait peu ou quasiment pas en autotour, le sud principalement. Pour une raison principale, c'est qu'il n'y a pas forcément de réseau téléphonique. Et donc, s'il arrivait n'importe quoi à nos voyageurs, surtout une panne de voiture, un pneu crevé, ils ne seraient pas en mesure de nous contacter ou de contacter qui que ce soit d'ailleurs. Et ça peut être, voilà, là, ça peut devenir un peu compliqué. Donc, c'est surtout pour ça. De façon générale, cette région se fait en transport privé avec chauffeur. J'ai pas parlé il n'y a pas de slide spécifique sur Palenque. Palenque qui est quand même un endroit très reconnu dans le Chiapas, qui est très proche en fait du Yucatan, donc qui rentre beaucoup dans des circuits de 15 jours dans le Yucatan, où on peut faire un petit aparté sur Palenque. Donc Palenque, c'est le site archéologique de Palenque, et c'est aussi les cascades de Agua Azul, Misol'a et Roberto Barrios. Donc, voilà. Donc je vais vous parler du Yucatan, le fameux Yucatan, le très connu Yucatan, cœur historique de la civilisation maya, une région qui fonctionne pour tout le monde. Je mettrai l'accent peut-être sur les familles en termes d'activités, donc beaucoup de variétés, comme je vous disais, aussi bien des sites archéologiques, des cénotes, des communautés locales, des réserves naturelles. Ce qui est bien, par exemple, pour un voyage en famille, c'est que si les parents veulent voir des sites archéologiques, ce qui peut parfois un peu moins plaire aux enfants, l'après-midi, on peut proposer un cénote et comme ça, la journée est équilibrée pour les petits et pour les grands, et tout le monde repart ravi. Petit focus sur Mérida. Alors Mérida, c'est la capitale du Yucatan. Énormément de choses à faire en fait autour de Mérida. Ce sont des choses qui sont à faire autour de Mérida, mais qui peuvent être faites en itinérance, bien sûr, dans un itinéraire. Les cénotes, évidemment, il y en a plus de 3000 dans la péninsule du Yucatan. C'est le seul endroit au monde pour les voir, donc c'est un immanquable. Les sites archéologiques, les plages du nord, les plages du golfe du Mexique. Alors je pense surtout au village de pêcheurs de Sisal ou encore Celestún. Là aussi, on peut y voir des flamants roses dans les mangroves. Donc c'est pas juste aller à la plage, il y a d'autres choses à y faire. Des rencontres avec les communautés pour partager un cours de cuisine, par exemple. Visiter les villages coloniaux comme Izamal, le village qui est tout de jaune peint, avec un des plus grands couvents d'Amérique centrale. Voilà, énormément de choses à faire autour de la ville. On s'ennuie pas. Évidemment, il faut visiter le centre historique de Mérida, son marché, ses petites places. Voilà. Donc, à Mérida, dans un itinéraire, en général, on peut facilement passer minimum 2 nuits et on peut en passer beaucoup plus. Je vais parler de Campeche maintenant. Alors, pour vous donner une idée un peu plus précise, quand on parle de la péninsule du Yucatan, on parle de l'état du Quintana Roo, du Yucatan et de Campeche. Alors Campeche, on parle aussi de la ville de Campeche, donc c'est une
petite ville fortifiée au bord de l'eau, très sympa, avec des petites maisons colorées. Alors c'est tout petit, Campeche, une étape d'une nuit est parfois suffisant. Et ensuite, en partant un peu plus vers le sud, on retrouve beaucoup plus d'attraits naturels, je dirais, comme le cenote de San Miguel Colorado, ou alors tous les sites archéologiques qui sont beaucoup moins visités que les sites plus touristiques. Je pense notamment donc au site archéologique de Calakmul, de Becan, de Chicana, de Chipuril, Hormiguero, Conjulich. Il y en a vraiment beaucoup, pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, c'est des sites archéologiques où vous avez souvent la chance d'y être seul, parce que peu de personnes vont jusque là-bas. Ce sont des sites archéologiques, du coup, il y a aussi beaucoup d'animaux, beaucoup d'oiseaux, de singes. Donc voilà, c'est très sympa pour des personnes qui veulent un peu aller hors des sentiers battus, sans forcément dévier trop et faire beaucoup de kilomètres en plus. On va continuer avec les Caraïbes, le Quintana Roo, justement, entre mer et corail. Alors, pareil, une destination idéale finalement pour tout le monde. Peut-être un accent sur les voyages de noces, parce qu'on retrouve cette eau turquoise et ces beaux hôtels au bord de mer. Mais c'est quand même pour tout le monde. En termes d'activités, donc beaucoup d'activités, on va dire, aquatiques, hein, de plage, donc snorkeling, plongée, du paddle, du kayak, des visites de réserve, des sites archéologiques, des cénotes. Enfin, vraiment, c'est aussi varié. Je mets l'accent sur Bacalar, il y a la Riviera Maya et Holbox. Bacalar, la lagune aux 7 couleurs, c'est mon endroit préféré au Mexique. C'est magnifique, faut le voir pour le croire. Je recommande sur cette destination-là de privilégier un hôtel en bord de lagune, pas forcément beaucoup plus cher qu'un hôtel dans le centre de la ville, même si les hôtels dans le centre de la ville, du village, ont un accès pas très loin. Il y a un accès public à la lagune, donc la baignade est tout à fait possible. Mais c'est vrai que se réveiller avec la lagune juste en face, c'est sympa, ça vaut le coup, parce que c'est pas tous les jours qu'on est à Bacalar. À Bacalar, on fait du kayak, du paddle, les tours en bateau pour connaître bien la lagune. Il y a aussi des cénotes et pas très loin des sites archéologiques, donc très sympa. En minimum, moi je le propose souvent sur 2 nuits pour vraiment pouvoir en profiter. La Riviera Maya, donc on parle de Tulum, Akumal, Playa del Carmen, un petit peu de Cancun, même si c'est pas notre favori. Énormément aussi de variétés hôtelières sur tous ces spots-là, évidemment. On peut y faire, comme je vous disais avant, hein, de la plongée, du snorkeling. Voilà. Attention quand même, quand on choisit la Riviera Maya en période de sargasse, c'est pas forcément le meilleur spot, parce que l'accès à la mer est pas forcément agréable, esthétiquement beau. Et les sargasses, de façon générale, ça dépend des années, encore une fois, mais je dirais fin mars, avril, jusque septembre, début octobre, en prenant un mois plus ou moins. Ça commence à faire beaucoup de temps. Donc voilà. Après, la plupart des hôtels ont des piscines, donc ça peut équilibré, surtout si on a des profils qui recherchent des hôtels un peu plus all inclusive, même si c'est à taille humaine. Voilà, ça peut. Mais dans ce cas-là, quand on a les sargasses, nous on a tendance à proposer l'île d'Holbox, qui pour le coup elle est sur le golfe du Mexique, et donc est peu ou quasiment pas impactée par les sargasses. Donc c'est une super alternative pour cette période-là de l'année. Donc Holbox est une petite île qui maintenant est assez touristique, mais plutôt sympa, beaucoup de petits hôtels. Là pour le coup, on retrouvera pas des hôtels des gros hôtels all-inclusive, des hôtels de 500 chambres, etc. On ne retrouvera pas ça à Holbox. Et pour les personnes qui trouvent qu'Holbox est déjà un peu trop touristique, on a le petit village d'El Cuyo, qui est, lui, encore sur la péninsule. C'est pas une île, mais qui est aussi sur le golfe du Mexique, et qui, pour le coup, là-bas, il y a 10 hôtels, 5 restaurants, et je sais pas,
8 rues, donc c'est vraiment tout petit. Pour les personnes qui veulent vraiment être isolées et tranquilles, c'est le nouveau spot sympa pour passer son balnéaire au Mexique. Voilà. Je vais terminer avec la nouvelle destination tendance du Mexique, j'ai envie de dire, la Basse-Californie, plus particulièrement la Basse-Californie du Sud, entre le Pacifique et la mer de Cortés. Alors, la Basse-Californie, moi, j'adore. C'est un peu, je dirais, l'imaginaire qu'on a du Mexique, donc les déserts, les cactus et en même temps les mers turquoises. Ben voilà, c'est la Basse-Californie. L'opposé presque du Yucatan aussi. Alors la Basse-Californie, je dirais que c'est pour tout le monde, mais surtout pour les amoureux des grands espaces et de la nature. Parce que c'est que ça. Enfin, c'est que ça. C'est beaucoup ça. On y va pour observer les baleines, pour faire de la plongée ou du snorkeling, pour faire des randonnées, pour découvrir des ranchos, faire du vélo électrique ou encore qu'est-ce qu'on peut. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire par rapport à la nature. On retrouve pas forcément, comme on peut retrouver dans les autres régions, beaucoup d'artisanat local et de grandes traditions gastronomiques, même si en parlant gastronomique là-bas, on y mange énormément de poissons frais, de poissons crus, de très bonne qualité et à des prix très raisonnables. Voilà des paysages que vous pouvez rencontrer en Basse-Californie, des plages à couper le souffle d'un bleu turquoise magnifique. On peut y observer des baleines au Mexique en tout cas. Les baleines grises, les baleines bleues, les baleines à bosse, les requins-baleines. On peut y voir énormément de mammifères marins, des dauphins, des orques et d'autres animaux de ce type. Aussi les lions de mer. Vraiment pour les amoureux de la nature, c'est l'endroit idéal. Le commandant Cousteau appelait cette région d'ailleurs l'aquarium du monde pour la variété de ce qu'on peut voir dans l'eau et sous l'eau. Il faut bien prendre en compte les périodes pendant lesquelles on peut faire de l'observation de baleines. Donc, c'est de décembre à avril. Donc, c'est la période où il fait aussi le plus frais dans la région. Donc, c'est pas forcément une période où on y va pour faire du balnéaire et se mettre à l'eau, etc. Si on veut faire ça, il faut plutôt voyager du coup en dehors de cette période, de mai à octobre par exemple, où là le climat se réchauffe, les eaux se réchauffent et donc on est plus sur une destination un peu plus entre guillemets balnéaire. Alors même si vous y allez pas pour voir des mammifères marins, on peut aussi faire de la plongée et du snorkel pour voir quand même des choses sous l'eau. Il y a toujours énormément de choses à voir, mais juste vous n'aurez pas les baleines à cette époque-là et c'est tout. Les randonnées sont tout à fait possibles, même si parfois ça arrive que par exemple les randonnées dans le canyon en juillet-août peuvent être suspendues parce qu'il fait trop chaud. Donc voilà. Pareil en termes d'hôtellerie, on a une grande variété à proposer. Ça commence à se développer un peu plus. Il reste des étapes où c'est un peu plus limité. Il faut pas être trop exigeant, mais de façon générale, on a pas mal de choses à offrir sur cette région. La Basse-Californie se visite en autotour très facilement. Mais on a aussi la possibilité d'offrir, comme partout, le transport privé avec chauffeur. Voilà. Donc, sur la Basse-Californie, on recommande 10 jours minimum, et après, on peut étendre jusqu'à 15, voire plus, tout est possible. Voilà. Donc, c'est un circuit qui peut être fait en alliant, je dirais, Mexico City et la Basse-Californie, ou encore le Chepe, le train, et ensuite terminer par la Basse-Californie. Voilà, c'est tout à fait jouable comme ça. Il y a des vols directs entre Mexico City et La Paz ou Mexico City et San José del Cabo sans problème. Donc voilà, je termine sur la Basse-Californie, sur une de mes régions préférées. Je vous remercie si vous m'avez regardé et écouté jusqu'au bout. Je voulais aussi ajouter qu'on peut vous envoyer donc des programmes
type entre guillemets sur chaque région, avec un tarif net pour que vous ayez une idée de quel est le coût de chaque itinéraire. On est aussi disponible pour vous faire des formations personnalisées si vous voulez vraiment approfondir une destination, que ce soit le Yucatan ou n'importe. On est tout à fait disponible pour le faire, ou même pour vous refaire cette même présentation à vos équipes avec plaisir. Voilà, moi c'était Charlotte de Terra Maya et j'espère que ma présentation vous a plu.